Donc on en était resté à la figure de Craig Venter, hein, qui est une image finalement du nouveau savant, hein, du 20e ou du 21e siècle. Alors pourquoi il est intéressant? Parce qu'il a deux caractéristiques. Le premier, c'est donc le fait qu'il se tourne vers le privé. Donc il fait un coup d'éclat en devançant les laboratoires privés publics dans lesquels il a commencé, en étant le premier à séquencer l'intégralité du génome humain. Et ça va lui permettre, hein, d'attirer des entreprises et de faire de l'argent à partir de ça en brevetant, hein, finalement en brevetant le vivant, hein. Donc ça c'est le premier aspect. Ce qui est intéressant aussi, c'est le tournant scientifique qu'il représente, c'est-à-dire le glissement progressif des sciences vers les biotechnologies et les technologies du vivant. Alors que depuis la guerre froide, c'était plutôt la physique, hein, qui était au centre. Là, on a quelque chose qui émerge autour des technologies du vivant. Cette connaissance, elle reste. Donc voilà, c'est le nouveau modèle, hein, du savant entrepreneur dont on a déjà quand même évidemment des exemples au 19e siècle, hein, avec des gens comme Thomas Edison ou Gustave Eiffel, mais où là ça devient vraiment des technologies de pointe et ça devient aussi des sommes, hein, très importantes, y compris pour financer la recherche. Ce qui fait que du coup, la recherche va de plus en plus passer par une association entre les États et les entreprises. Donc les centres de recherche peuvent être liés toujours, hein, à des instituts privés, hein, le MIT, hein, le Massachusetts Institute of Technology, dépend, hein, est public. Donc il y a carrément des entreprises d'État comme le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, mais de plus en plus, hein, il y a des partenariats avec des entreprises et il y a même un objectif, hein, des centres de recherche qui est celui de la création de start-up, de la création d'entreprises. Donc c'est particulièrement net au MIT. Donc on a vraiment une confusion qui s'établit entre l'État et les entreprises. L'autre phénomène marquant, c'est la poursuite, hein, de l'internationalisation de la recherche dont on avait évidemment déjà noté les prémices au 19e siècle, avec du coup des recherches qui sont globales. On peut reprendre l'exemple du GIEC, hein, que vous connaissez, donc qui est créé en 1988, qui font que il est de moins en moins facile d'avoir une figure un grand savant, parce que c'est une recherche qui est vraiment de plus en plus collective et de plus en plus internationale aussi pour des raisons de coût. Alors, euh, juste un point là que j'ai pas remarqué sur le diapo, hein. On a aussi, à l'intérieur de ces recherches, une place, hein, qui est réservée aux femmes, enfin réservée, disons que il y a un certain nombre d'institutions internationales, l'ONU ou le gouvernement, qui essaient de pousser à la féminisation, hein, à la féminisation de la recherche. Même si cette féminisation est pas forcément facile pour les sciences au sens strict, hein, c'est-à-dire les sciences, les matières scientifiques, hein, on va dire. Les femmes sont majoritaires parmi les étudiants, hein, dans l'enseignement supérieur, représentent 55% des étudiants, alors que si on regarde les carrières scientifiques, là elles sont sous-représentées, autour de 40%. Donc il y a un effort, disons, pour dépasser, les clichés associant les sciences aux hommes et les disciplines littéraires ou les disciplines de linguistique ou des disciplines de gestion aussi aux femmes. Donc, on en vient au deuxième aspect, après la production, la diffusion, hein, des savoirs. Donc, je vous montre d'abord une, euh, euh, une vidéo, et après, on reprend.
Alors, donc d'abord, je demande qu'est-ce que c'est que Oxfam et quel est son but. Et ensuite, quelle est l'argumentation qui est déployée dans la vidéo. Donc Oxfam, c'est d'ici une organisation non gouvernementale qui insiste sur l'augmentation des inégalités et qui essaie donc de la corriger avec une argumentation qui repose, c'est intéressant, par des chiffres qui eux-mêmes sont éventuellement contestés par des experts économistes. Alors, on est paradoxalement, pour revenir à mon titre, dans un moment de diffusion des connaissances, permis évidemment par la révolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la NTIC, qui donc va permettre que la production et la diffusion d'informations soit beaucoup plus large, même si dans certains secteurs, ça reste évidemment réservé et confiné aux États. Je pense à la défense ou même à la recherche spatiale, même si on a vu que ça bougeait. Ce qui donc l'État perd à travers cette diffusion des connaissances un petit peu son monopole, et ce qui est marquant depuis la deuxième moitié du XXe siècle, c'est la montée en puissance de l'opinion publique qui conteste justement l'expertise, par exemple l'expertise des administrations publiques, avec évidemment en particulier la question environnementale. Donc ça commence dans les années 60 avec le livre de Rachel Carson sur les pesticides, et puis c'est surtout les années 70 avec la structuration d'associations qu'on appelle maintenant des ONG, les organisations non gouvernementales, qui interviennent donc aussi beaucoup maintenant dans la production de chiffres. Voilà, là on a le cas d'Oxfam qui donne ces chiffres, et la production plus largement de recherche scientifique. Par exemple, pour les maladies, on a des associations de patients, donc le modèle c'était dans les années 80-90 ACT UP pour le sida, qui vont apporter leur expertise parce que les patients expliquent donc par exemple sur les traitements, les effets secondaires, la manière dont on pourrait s'y prendre, pour élaborer la science en collaboration avec les médecins. D'accord. On a un autre exemple qui est le nucléaire, avec le développement d'ONG qui font leur propre expertise. Alors évidemment, tout ça c'est extrêmement souvent conflictuel, mais c'est quand même un mouvement massif. Donc avec à nouveau une sorte de déspécification de la science. Disons que la production scientifique va sortir en partie des administrations ou des grands laboratoires publics ou privés pour devenir une affaire à nouveau plus ouverte, avec évidemment des conflits du coup politiques qui passent par la science. Un autre argument qui va un petit peu dans ce sens, c'est l'élaboration d'une science collaborative, donc il y a quelque chose de plus en plus massif. Donc c'est des phénomènes qu'on voit un petit peu partout, là aussi beaucoup l'environnement, donc ça commence avec les gens qui comptent les oiseaux et les associations style la Ligue de protection des oiseaux, vous avez des volontaires qui vont alimenter comme ça des bases de données, et c'est de plus en plus facile avec les téléphones, vous avez des applications comme celle-ci, la plante.net, donc qui vous sert à identifier les plantes, mais qui va aussi alimenter une base de données permettant à des laboratoires ou des instituts de recherche de connaître l'évolution de la flore, des calendriers, etc. Et donc ça existe pour beaucoup de choses. Il y a un domaine qui est particulièrement touché, qui est la recherche médicale, en particulier sur les maladies qu'on dit orphelines, c'est-à-dire qui sont graves, mais où il n'y a pas beaucoup de malades et donc pas beaucoup de recherche, et donc où les patients sont les principaux experts. Mais on voit ça aussi dans des domaines a priori un peu surprenants, comme la recherche atomique, donc le Centre d'études et de recherche nucléaire. Le CERN fait appel aussi à la recherche participative. Donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu massif. Donc diffusion accrue des savoirs qui va aussi avec une publicisation, disons, de la production des savoirs, à un sens qui devient produite par la société. Ce qui m'amène enfin au dernier point, la question des équilibres. Là encore, je pars par une vidéo, et puis Imagine if you couldn't read life-saving information, such as pandemic precautions. If you couldn't count the change you were given in a shop. Imagine if you couldn't stay informed about a crisis. If you couldn't spot fake news in the media. Or if you couldn't read about alarming issues such as climate change. Today, at least 1 in 7 young people and adults around the world still lack basic literacy and numeracy skills. That's 763 million adults, 2/3 of whom are women.
They are spread unevenly across regions, countries and populations. Equipping people with literacy, numeracy and digital skills can make a big difference in their lives and societies. It lays the foundation for further learning. Literacy is also an essential means for increasing environmental awareness, embracing cultural differences and practicing tolerance. It facilitates being an active member of society and contributing to protecting our planet and upholding human rights. Ultimately, it will contribute to more sustainable and peaceful societies. But this is just one side of the story. Development in different areas facilitates the promotion of literacy. More decent work opportunities, improved well-being and health, and lower risk of climate disasters create a better environment in which people can get motivated to be literate and learn, apply and advance literacy and numeracy skills. As a powerful tool for empowerment and transformation, literacy should be promoted as an integral part of this virtuous circle of literacy, sustainable development and peace. But it can only be possible by paying special attention to those who have been left behind. Since the COVID-19 crisis, inequalities have become even more striking. During the pandemic, many learning programs switched to online courses, making it impossible for a number of low-skilled learners who tend to lack access to digital technologies to keep learning. In 2022, 70% of 10-year-old children in low and middle-income countries could not read and understand a simple text. In 2019, it was 57%. Around 30% of youths aged 15 to 24 in conflict or disaster areas lack literacy skills. We can't afford to leave people behind. It's high time to guarantee everyone's right to literacy. We must all play our part and work together to make literacy a reality for everyone, everywhere, for more sustainable and peaceful societies. Alors, vous avez vu que c'était une vidéo qui était... alors, hop là, c'était les questions. La vidéo est produite par l'UNESCO, donc un organisme international dépendant de l'ONU, vous le savez, qui part d'abord des conséquences, en fait. Qu'est-ce qui se passerait si vous saviez pas lire et écrire, et compter, c'est mis avec. Donc on part des conséquences de l'analphabétisme pour dire à quoi sert d'une certaine manière l'alphabétisation, en quoi est-ce que c'est du coup effectivement un facteur de développement, puisqu'après les conséquences qu'on va lister sont des conséquences qui reprennent finalement les différents aspects du développement. Donc il y a des conséquences économiques évidemment, mais il y a aussi des conséquences bien sûr sociales sur la promotion, et puis des conséquences aussi dans l'environnement, des conséquences politiques, le risque de désinformation. Donc on a en fait là un certain nombre d'éléments qui rappellent la manière dont on définit le développement en intégrant de plus en plus la dimension politique. Donc c'est pas du tout un hasard que la vidéo soit construite de cette manière-là. Donc on nous parle d'une personne sur 7, soit 763 millions d'habitants, donc autour de 750 millions d'habitude. On dit évidemment la population augmente, donc cette population analphabète aussi, avec en gros des inégalités qui sont d'une part essentiellement entre genres, donc ça, ou entre sexes si vous préférez, donc les analphabètes sont majoritairement des filles, des femmes, et puis des inégalités qui évidemment sont des inégalités géographiques. Vous le voyez sur la carte qui se trouve dans votre manuel à la page 409, avec une Afrique qui est plus touchée que le reste du monde, c'est-à-dire que dans les pays qui apparaissent comme ayant le plus d'analphabètes, on va trouver essentiellement des pays africains. Alors, ceci dit, sur le temps long, la part de la population analphabète a très très fortement reculé, évidemment, surtout si on part depuis le 19e siècle. On part de 4/5 d'analphabètes au niveau mondial, donc en France, on savait que c'était moins, à 14%. 14%, c'est-à-dire un septième, c'est ce qu'on a dit.
Pourquoi? Parce que il y a eu des politiques publiques qui ont été menées par l'État, évidemment, et que cet État, en plus, a été soutenu par des institutions internationales, sachant que les institutions internationales, depuis la Seconde Guerre, mettent cet objectif d'alphabétiser la population au centre de leur grand texte, la Déclaration des droits de l'homme de 1948, donc qui est vraiment la charte sur laquelle va se construire l'action de l'ONU, même si elle n'est eu créée avant, et puis les différents grands programmes de l'ONU, le dernier, donc il y a les objectifs du millénaire pour le développement en 2000 par exemple, qui vise l'éducation prioritaire pour tous, et on le retrouve, vous savez, ça c'est des objectifs en 2000 qui sont répétés en 2015 sous la forme d'objectifs du développement durable, ODD, et là aussi on va le retrouver alors de manière un petit peu plus transversale dans les ODD 4 et 5, avec un programme de l'ONU qui s'appelle Éducation de 2030. Donc, surtout d'abord pour la scolarisation évidemment des enfants et puis pour l'alphabétisation plus large. Mais il n'y a pas que l'ONU, il y a d'autres institutions qui peuvent se charger de ça. La Banque mondiale qui va faire des prêts aux institutions qui se chargent au gouvernement en échange, disons, de la mise en place de programmes de scolarisation, et même des associations d'État comme l'Union européenne agissent dans ce sens et par exemple ont beaucoup joué dans le recul de l'analphabétisme en Inde. Alors, cet effort mis sur l'éducation, il est plus particulièrement lié à une période, et en particulier pour les femmes. C'est la fin des années 90, c'est-à-dire la grande période de l'ONU, qui est un moment où on va insister sur l'éducation des femmes parce que on pense qu'à travers l'éducation des femmes, on a un effet sur l'ensemble du développement. Donc les politiques on va dire d'aide au développement sont plus anciennes. C'est l'après-guerre et puis c'est beaucoup les années 60. Dans les années 90, on va se centrer sur cet aspect-là, donc alphabétisation, plus spécifiquement alphabétisation des femmes, parce que on se rend compte de l'effet plus général. Donc pourquoi? Parce que les femmes ont la charge des enfants, donc elles vont pouvoir transmettre ça à leur enfant, ça on leur a déjà dit, mais aussi parce qu'il va y avoir des effets sur la santé à travers tout ce qui va être déjà la maternité et puis les soins qui là aussi sont souvent éduqués et confiés aux femmes, et donc on se rend compte qu'il y a un levier de développement et aussi pour la croissance économique, il y a des études qui montrent que tant de pourcentage de femmes scolarisées en plus ça fait tant de points en plus dans le PIB. Donc là il y a un gros effort qui est réalisé, on le voit un petit peu là, qui plafonne, en gros qui plafonne depuis quelques années et en particulier depuis la crise de 2008. Donc c'est ce que raconte le document 5 de la page 415, qui est le discours prononcé par celle qui va avoir le prix Nobel de la paix, donc une jeune afghane à l'Assemblée des Nations Unies pour la jeunesse en 2013, où elle pointe un certain nombre de limites qui empêchent la diffusion de l'alphabétisation. Ces limites sont pas très très surprenantes. Elles sont d'abord le travail des enfants. Il y a en gros un enfant sur 6 qui travaille, donc ils peuvent pas travailler et apprendre à lire et à écrire. À l'époque où elle parle, il y a la crise économique, mais de manière générale, c'est les problèmes économiques qui vont peser sur les budgets nationaux sur l'éducation, surtout dans des pays où on a une pyramide des âges très déséquilibrée, donc où vous avez de très très gros besoins d'encadrement et pas beaucoup de gens pour les assurer. Donc quand on demande, dans les années 90, ça a aussi été après le problème, les prêts du FMI, et donc les demandes que fait le FMI, il demande que pour rembourser la dette, donc il va demander de couper dans un certain nombre de budgets, notamment celui d'éducation. Il peut y avoir aussi sur les problèmes liés au conflit qui entraînent la déscolarisation, voire pire, les enfants deviennent des enfants soldats. Donc c'est un rapport du simple au double. Dans les pays en guerre, vous avez un enfant sur 5 qui est déscolarisé, et en moyenne c'est 1 sur 10. En moyenne mondiale, donc ça doit être encore moins évidemment dans les pays qui ne sont pas en guerre. Et là, elle pointe aussi l'idée de la discrimination des filles, qui est un gros enjeu, parce que effectivement les filles, on les sort de l'école pour assurer les tâches domestiques, on les marie trop tôt, on fait des mariages précoces, et alors qu'on devrait à l'inverse insister plutôt sur elles pour lutter contre les différents problèmes de développement, par exemple la couverture vaccinale des enfants qui augmente avec le taux d'alphabétisation.
Alors il y a eu un espoir qui a été placé dans la place des nouvelles technologies, parce qu'effectivement on peut enseigner à distance, on a moins besoin de personnel en théorie. En fait, on en revient un peu. Pourquoi? Parce que ces nouvelles technologies, on l'a bien vu avec le Covid, et c'est ce qui était expliqué aussi dans la vidéo, vont avoir tendance à creuser le fossé entre ceux qui ont accès, même un petit accès à l'alphabétisation, et ceux qui n'ont pas du tout accès et qui là sont complètement perdus. Hein, donc ça va plutôt avoir tendance à creuser les écarts. Donc, si je prends les écarts du coup entre hommes et femmes, aujourd'hui, c'est, on l'a dit, des 2 tiers, hein, des analphabètes qui sont des femmes. Euh, Parce que d'abord, il y a un problème d'égalité dans l'accès à l'enseignement, à la scolarisation. C'est-à-dire que derrière l'inégalité de l'alphabétisation, il y a une inégalité de scolarisation. Il y a 1 tiers des pays n'arrivent pas, hein, à scolariser à égalité les garçons et les filles, donc en particulier en Afrique subsaharienne, donc au sud du Sahara, au Moyen-Orient et dans le sous-continent indien. Donc souvent dans des pays qui sont pas très riches, hein, donc c'est corrélé au faible niveau de développement, mais en fait c'est aussi un facteur de sous-développement, hein, d'accord. Et les obstacles sont pas uniquement économiques, ce sont souvent aussi des obstacles culturels. En gros, mettre sa fille à l'école, c'est pas rentable, puisque la fille, elle est destinée soit à se marier et à travailler au foyer, soit à se marier, soit pardon, à aider au foyer. Donc, en plus, il y a une offre d'instituteurs qui est assez rare. Les instituteurs, s'ils sont là, sont pas toujours bien formés. Et puis, il y a les interdits religieux, par exemple, hein, ou les préjugés sexistes, hein, qui vont constituer des bloquants. Alors, hop là. Pourtant, excusez-moi, l'alphabétisation a un rôle central dans le développement. Elle a un rôle par exemple sur la démographie, hein, c'est-à-dire qu'on voit bien que plus on alphabétise, plus on va avoir une natalité aussi qui va baisser et une mortalité qui va baisser, c'est-à-dire qu'on va accélérer la transition démographique. Les Nations Unies ont pour but, hein, d'éradiquer l'analphabétisme des femmes en 2070. Ça reste un petit peu hypothétique, hein, mais bon, c'est un objectif, hein, qui est fixé et qui est qui est paradoxal quand on voit que les femmes sont majoritaires, hein, dans l'enseignement secondaire et supérieur, et donc elles sont présentes. Là, je parle plus largement, pas dans les pays les plus pauvres, mais alors qu'elles sont sous-représentées ensuite, hein, dans les postes de pouvoir, hein, économique et politique. Donc voilà, il y a un enjeu qui est important.